Alors, de quoi on parle aujourd'hui? Il y a des mots qui viennent à l'esprit comme Bitcoin, blockchain, crypto, NFT. Alors, il se trouve qu'il y a un terme qui les englobe tous, qui a été introduit par un monsieur qui s'appelle Gavin Wood en 2014, qui est le terme qui va désigner ce dont on va parler aujourd'hui et qui est le terme à la mode pour désigner ce dont on va parler aujourd'hui, qui est le Web 3. Web 3, pourquoi? Par référence au Web 1, c'était Netscape, Yahoo, un web qui était centré sur la lecture d'informations. Après est arrivé le Web 2, avec Facebook, Instagram, ces solutions qui permettent non seulement de recevoir de l'information, mais aussi d'alimenter via des commentaires. Donc c'est un web de la lecture et de l'écriture. Donc assez naturellement est arrivé donc, ce terme en 2014 de Web 3 qui désigne cet univers, un peu comme disait Isabelle, un peu nébuleux, que l'on va essayer de comprendre aujourd'hui. Voilà. Donc Web 3, cet univers dans lequel gravitent Bitcoin, crypto, NFT, blockchain, peut-être même il y a des termes dont vous avez entendu parler comme smart contract. Voilà, ce Web 3, c'est beaucoup de vocabulaire. Donc, mon but aujourd'hui, sur cette heure qu'on passe ensemble, c'est que vous ayez compris les éléments basiques de vocabulaire. Ça permet comme ça, dans l'ascenseur, de balancer 2-3 mots bien choisis et de se faire une bonne réputation à vil prix. Si on ne devait retenir qu'un mot pour caractériser le Web 3, c'est le mot de décentralisation. Alors, décentralisation, la décentralisation, ce n'est pas nouveau. Déjà, Internet, quand on l'a connu, on en a fait tous connaissance peut-être à la fin des années 90, il était déjà question de décentraliser les échanges, la communication entre les personnes, de pouvoir s'envoyer des messages de pair à pair. 25 ans plus tard, aujourd'hui, il s'agit, ce dont on parle dans le Web 3, c'est de la décentralisation des transactions, c'est-à-dire la possibilité de faire une transaction d'une personne à l'autre sans faire appel à un intermédiaire. Donc, je vous propose si vous deviez retenir un seul mot sur le Web 3, qui est le sujet du jour, je le répète parce que les gens arrivent au fur et à mesure, un seul mot, c'est le mot de décentralisation. Et on va voir petit à petit ce que l'on entend précisément par décentralisation. Et vous entendrez souvent, le Bitcoin, c'est une manière décentralisée d'échanger de l'argent. Ethereum permet de créer des applications décentralisées. Voilà. Donc là, encore des mots un peu cryptés, mais vous reconnaissez le mot de décentralisation qui caractérise ce Web 3. Web 3 égale décentralisation. Alors, je vous ai parlé d'Internet et de ce Web 3 qui peut être vu comme un nouvel Internet et qui peut être aussi prometteur que l'était l'Internet que l'on connaît aujourd'hui à la fin des années 90. J'aime bien cette courbe qui montre qu'en fait, avec 25 ans d'écart, le nombre d'utilisateurs Internet et le nombre de gens qui utilisent les cryptos, à 25 ans d'écart, suivent la même courbe. Donc aujourd'hui, on est en 2022, donc 2022 moins 25 égale 1997, on est en 1997 pour Internet. Donc souvenez-vous, 1997, on avait un email, on se disait qu'est-ce que je vais bien pouvoir en faire? On était à des lieues de s'imaginer la révolution qu'allait provoquer Internet dans notre société, avec des grosses entreprises comme Google, Amazon, Facebook, etc. Donc on peut s'attendre aujourd'hui en 2022, c'est l'équivalent de 97,
à un raz-de-marée d'une même ampleur avec le Web 3, caractérisé par cette décentralisation. Alors après, ce n'est pas parce qu'on connaît le passé qu'on peut prédire le futur, mais on voit bien que là, c'est une échelle où, à chaque étape, le nombre d'utilisateurs est multiplié par 10, pardon. Si l'on continue à suivre une courbe similaire, en 2024, on aurait 1 milliard d'utilisateurs de crypto. Voilà, donc je résume ici ce que je viens de dire, c'est qu'on revit 25 ans plus tard ce que le Web 1 et Web 2 nous ont fait connaître par la révolution de la communication dans le Web 3, qui est une révolution de la décentralisation et qui va révolutionner la manière dont sont gérées les transactions. Ça peut être un petit moyen, un premier moyen de différencier l'Internet que l'on connaît de l'Internet qui vient, le Web 1, Web 2, du Web 3. Le Web 1, Web 2, l'entité que l'on manipule, c'est des messages. Quand on s'envoie des mails, on s'envoie des messages. Dans le Web 3, l'entité que l'on manipule, c'est la transaction. On fait des transactions entre individus. Voilà, du message, email, on passe à la transaction. Et ce qui permet d'enregistrer les transactions, c'est le portefeuille. Alors, le Web 3, qui dit Web 3 pense immédiatement à spéculation. Ah, j'aurais dû acheter mon Bitcoin il y a 10 ans, j'aurais fait fortune. Voilà, j'ai un ami qui a acheté 10 000 Bitcoins à $1 chacun il y a quelques années. Voilà, aujourd'hui, il a réussi son coup. Donc, il y a beaucoup de spéculation dans le Web 3, c'est sûr. Et il y a une grande partie des gens, et les médias en général, qui s'intéressent à la face immergée de l'iceberg, qui est l'activité de spéculation liée au Web 3. Mais n'oublions pas que ce n'est que la face immergée de l'iceberg et qu'il y a aussi d'autres cas d'usage du Web 3 que sont, par exemple, la lutte contre la contrefaçon, la traçabilité ou la gestion des données personnelles et une toute nouvelle manière de gérer l'identité. Donc peut-être vous pouvez retenir ces 3 cas d'usage. Le premier, c'est la lutte contre la contrefaçon. Le Web 3 fournit des solutions absolument très efficaces. Le deuxième, c'est la traçabilité, qui peut être utilisée pour de la traçabilité alimentaire, de la traçabilité des processus. La blockchain est une solution tout à fait intéressante. Et la gestion des données personnelles, la gestion de l'identité, qui se fait d'une manière radicalement différente grâce au Web 3 et qui permettent d'échapper à des modèles qui n'étaient pas très satisfaisants, comme ceux que proposaient les GAFA, de conserver nos données pour nous. Alors, pour vous donner juste un ordre d'idée, un ordre de grandeur de quoi on parle quand on parle de Bitcoin. Ça, c'est juste pour vous donner un ordre d'idée. Apple, c'est 2500 milliards de dollars de capitalisation boursière. 2500 milliards de dollars ou 2,5 T. D'accord ? Eh bien, en fait, j'ai même mis sur cette image le marché action français, le marché action américain et le marché action mondial pour rappeler des ordres de grandeur. Ce qui est intéressant, c'est de voir que le marché crypto, aujourd'hui, où le marché crypto s'est mieux porté qu'aujourd'hui, ne fait que 1 téra, c'est-à-dire 1000 milliards de dollars. Et Bitcoin, lui, fait à peu près 1/3 de cette masse-là. Donc voilà de quoi on parle quand on parle de crypto et de Bitcoin, en ordre de grandeur. Alors, voilà, je reparle ici des 3 cas d'usage importants de ce Web 3. Alors, tout ce Web 3 est né d'une révolution qui a eu lieu en 2008. Et vraiment, on peut parler d'une révolution, peut-être
une vraie révolution technologique qui est l'apparition du Bitcoin. 2008, c'est une date à retenir, apparition du Bitcoin qui sous-tend l'ensemble du Web3. Et je ne connais personne dans le Web3 qui ne soit pas admiratif de cette innovation technologique majeure. Et alors, c'est un papier qui est apparu en 2008, qui s'appelle Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System, qui permet à des pairs, à des personnes, de s'échanger de l'argent sans intermédiaire, sans faire appel ni à une banque, ni à un État, de manière digitale. Alors, ça paraît, on se dit comment ça se fait qu'on a dû attendre 2008 pour permettre d'avoir seulement ça, un système qui permet de s'échanger de l'argent d'une personne à l'autre directement, sans passer ni par une banque, ni par un État. Alors, le groupe de personnes dont il faut absolument parler quand on parle de Web3, qui est à l'initiative de ce Web3, c'est les cypherpunks, nom un petit peu étrange, je vous l'accorde. Les cypherpunks, ce sont des gens qui luttent pour le respect de la vie privée et pour essayer d'exister sans les États et les grandes entreprises. Donc, c'est né dans les années 60, leur premier fait d'armes, c'est d'avoir, grâce à la cryptographie asymétrique, permis à des personnes de communiquer sans que personne, ni l'État, ni une grande entreprise ne soit au courant de ce qui se passe. C'est ce qu'on voit par exemple avec WhatsApp, en tout cas c'est ce que prétend WhatsApp, que grâce à la cryptographie asymétrique, vous avez la possibilité de vous échanger un message d'une personne à l'autre sans que personne d'autre dans le monde soit au courant, même pas WhatsApp. Ah, premier rêve des cypherpunks réalisé, le fait de pouvoir s'échanger un message d'une personne à l'autre. L'étape suivante, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas s'échanger de l'argent d'une personne à l'autre sans intermédiaire. Projet qui a donné lieu à d'innombrables tentatives et à chaque fois qui ont été des échecs. Alors j'ai listé les dernières, les plus emblématiques. Le DigiCash, le Mondex, le Cybercash, l'eGold, l'Hashcash, le Bitcoin, le Lucre. Et à chaque fois, c'est la même chose qui échouait, c'est qu'il y avait toujours quelqu'un qui arrivait à envoyer le petit bout digital qu'on essaye de transférer, tout en le gardant lui-même. Le transférer tout en le gardant lui-même ou en le donnant à quelqu'un d'autre. D'accord ? Le problème, c'était de s'assurer que le système qu'on met en place empêche absolument que quand je transfère un bout digital à quelqu'un, je n'en garde pas une copie. C'est compliqué parce que sur Internet, quand j'envoie un PDF, je garde, moi, le PDF. Donc là, l'idée, c'est de trouver une astuce pour pouvoir transférer un petit bout digital tout en étant certain que je n'en ai plus chez moi et que je n'ai pas transféré le même bout à quelqu'un d'autre. Vraiment, on veut reproduire ce qu'on fait avec le monde physique. Quand je donne un billet de 10 € à quelqu'un, je ne l'ai plus et personne d'autre ne l'a que la personne à qui je l'ai donné. C'est ce qu'on appelle le problème de la double dépense. Et c'est ce problème-là sur lequel toutes ces communautés s'est cassé les dents. Jusqu'au moment où, comme je vous disais, 2008, Bitcoin apparaît et c'est marqué noir sur blanc sur le document qui présente Bitcoin. We propose a solution to the double spending problem using a peer-to-peer network. Marqué en toutes lettres, nous proposons une solution au problème de la double dépense en s'appuyant sur un réseau de pair à pair. Ça y est, on a enfin, 2008, enfin une solution pour s'échanger de l'argent d'une personne à l'autre sans avoir à passer ni par une grande entreprise, ni par une banque, ni par un État. Je prends le temps d'insister sur la révolution Bitcoin parce que c'est cette innovation qui sous-tend tout le reste du Web3. Alors, rapidement, que faut-il retenir de Bitcoin ? Bitcoin, il y en a 21 millions, pas un de plus.
Et si l'on veut comprendre Bitcoin, on peut prendre, c'est appelé quelquefois le digital gold, enfin l'or numérique. Il y a 95% des choses que l'on dit sur l'or qui restent vraies sur Bitcoin. Alors, comment ça marche Bitcoin en quelques mots? Quel est le rôle de la banque ou de l'État dans un transfert d'argent? En fait, c'est de tenir le registre et de marquer qui donne quoi à qui. On dit, on va faire sans la banque, sans la grande entreprise. Qui va tenir ce registre? En fait, tout le monde. Le registre, on va tous en avoir, dans le principe, une copie. Au lieu que le registre des transactions soit géré par une banque, elle est aujourd'hui gérée par la communauté Bitcoin, donc toutes les personnes qui ont un compte Bitcoin ont une copie, ou dans la réalité, un morceau de copie, de sorte que ça soit un registre qui soit partagé. Alors, avantage immédiat. Donc, vous voyez la situation. Imaginez, nous sommes la communauté Bitcoin. Nous avons tous une copie de ce registre. Qui a-t-il marqué sur ce registre? Il y a marqué telle personne. Eric donne à Jean-Paul 2 bitcoins. Florence donne à Eric 3 bitcoins. C'est uniquement ça qui a marqué sur ce registre. Et c'est un registre qui comprend toutes les transactions depuis 2008, enfin 2009, puisque le système a commencé à fonctionner en 2009. Donc aujourd'hui, c'est un grand fichier qui pèse 300 gigas à peu près, ce n'est pas non plus insurmontable, mais c'est un grand fichier. Donc retenez bien qu'on a chacun une copie de ce registre. Mais il faut bien le mettre à jour, ce registre. Qui va le mettre à jour? C'était le métier de la banque. Qui va le faire? Il faut qu'il y ait quelqu'un qui s'y colle. Alors, sur Bitcoin, toutes les 10 minutes, le registre est mis à jour par une des personnes de la communauté. Et pour inciter cette personne à faire le travail, on lui dit « tu vas être payé en Bitcoin ». Actuellement, on est payé 6 Bitcoins. Alors, même si le Bitcoin est un peu bas, je ne sais plus, enfin, on est à 16 000, donc 6 fois 15, 30, 90 000. Donc, en gros, on gagne 100 000 euros pour mettre à jour le registre. Toutes les 10 minutes, il y a 100 000 euros versés en Bitcoin à celui qui acceptera de mettre à jour le registre pour que ce système de paiement de pair à pair fonctionne. Je peux vous dire que c'est motivant, 100 000 euros à gagner toutes les 10 minutes. Donc, et les personnes qui sont motivées par ce grand jeu qui est organisé toutes les 10 minutes s'appellent les mineurs. Voilà. C'est ça qu'on appelle les mineurs. C'est les personnes qui vont être candidats à mettre à jour le registre en échange de 100 000 euros, c'est-à-dire 6 bitcoins. Voilà, c'est comme ça que le système marche. Et alors, on peut regarder rapidement, ce qui se passe sur Bitcoin. En effet, il y a deux propriétés qui arrivent d'emblée. D'abord, la transparence. Oui, vu qu'on a tous une copie du registre, le registre des transactions est disponible à tous, par définition. Et deuxièmement, il est impossible à modifier. Parce que si l'un des pairs modifie, les autres vont s'en rendre compte et dire « tu as modifié le registre ». Donc, on a deux propriétés qui arrivent directement par rapport au système Bitcoin que je viens de vous expliquer. C'est que d'abord, c'est transparent, et ensuite, c'est, comme on dit en anglais, immutable, impossible à modifier. Donc ça, il faut bien le retenir parce que ça va donner la naissance à beaucoup de cas d'usage. Dès qu'on a besoin de publier une information et qu'on a envie qu'elle soit gravée dans le marbre et disponible à tous, le Web3 va être une solution. D'accord ? Donc bien retenir ça, que le Bitcoin offre par design, comme on dit, par construction, la transparence et l'immutabilité, le fait de ne pas pouvoir être modifié. Donc, comme c'est transparent, je vais voir sur un site Internet, il y en a plein des sites Internet qui présentent ce fameux registre. Et donc, c'est assez amusant de regarder les dernières transactions arrivées. Donc là, vous voyez en direct, je ne sais pas si vous voyez très bien, vous avez les montants en Bitcoin, si ça se met à jour, voilà, qui sont échangés avec leur équivalent en euros.
Ouais. Et s'échanger, du coup c'est le principe, s'échanger un bitcoin d'une personne à l'autre, c'est aussi simple que de s'envoyer un email. Je vais présenter un QR code, vous avec votre téléphone, vous allez flasher ce QR code et recevoir la quantité de bitcoin que j'ai consenti à vous donner. Donc on a un système d'échange monétaire qui fonctionne très très bien. Alors peut-être pour nous dans les pays développés où on a des banques, un système financier solide, l'avantage n'est pas tout de suite évident. Dans des pays où les gens sont non bancarisés, là par exemple il y avait en Afrique par exemple, il y a des pays qui utilisent ce système monétaire qui permet de créer des économies sans avoir à faire appel à un système financier établi dépendant de l'État. Donc vous voyez, on voit même des gros montants qui arrivent régulièrement. Vous voyez là, il y a 203 000 euros qui arrivent. Voilà, on a sous les yeux les transactions qui arrivent les unes après les autres. Alors, quelquefois on entend dire le bitcoin c'est bien pour le blanchiment d'argent. Moyen, parce que on a exactement tout ce qui se passe en temps réel. Pour faire des activités illégales, on est beaucoup plus confortable avec du cash qu'avec du bitcoin. Alors, il est vrai qu'il ne va pas y avoir inscrit dans bitcoin le nom de votre nom, il y aura marqué votre adresse bitcoin. Et ce n'est pas forcément évident de savoir qui y a derrière une adresse bitcoin. Ce que je veux juste rajouter, c'est qu'aujourd'hui, ce n'était pas le cas il y a quelques années, mais aujourd'hui, si vous voulez acheter des bitcoins, vous n'avez pas le choix que d'aller sur ce qu'on appelle un échange, un exchange, et qui va vous demander non seulement votre carte bleue, mais aussi votre carte d'identité. Donc du coup, vous êtes obligé de décliner votre identité, et il existe un endroit dans le monde, qui est cet échange, qui saura quelle est l'identité qui se cache derrière l'adresse bitcoin qui est dans le registre distribué. D'accord ? Donc voilà ce qu'est bitcoin. Alors, peut-être une petite anecdote marrante, c'est qu'on voit bien que toutes les 10 minutes, donc j'ai expliqué que toutes les 10 minutes, il y avait un membre du réseau qui mettait à jour le registre et qui, en échange, encaissait les 100 000 euros, enfin les 6 bitcoins actuellement. Voilà. Alors là, il y a un diagramme récapitulatif de qui a gagné ces récompenses durant les 24 dernières heures. Vous voyez que c'est quand même un peu toujours les mêmes. Voilà, et on le voit, on peut même, voilà, c'est un peu toujours les mêmes. Vous voyez, on a Foundry USA qui prend presque un quart des fois, c'est lui qui gagne la récompense. Antpool, presque aussi un quart des fois. F2 Pool, Binance Pool, via BTC, c'est un peu toujours les mêmes qui remportent la mise. Donc ça, c'est des questions. C'est de se dire, oui, on dit que Bitcoin est décentralisé. Oui, c'est vrai qu'a priori, tout le monde peut être mineur. Mais il se trouve que pour gagner cette récompense, il faut être le plus fort en capacité de calcul. Donc finalement, c'est toujours un peu ceux qui ont des hangars d'ordinateurs qui gagnent la course. Donc en fait, on a une dizaine d'acteurs qui ont des hangars d'ordinateurs qui font des calculs toute la journée pour gagner cette compétition. Voilà, parce que juste un mot sur ce qui se passe toutes les 10 minutes, c'est une compétition dans laquelle on doit, pour simplifier, résoudre comme un grand sudoku. Donc résoudre un sudoku, ce n'est pas compliqué, on essaye toutes les possibilités jusqu'à ce que ça marche, mais qui demande beaucoup de puissance de calcul. Et c'est pour ça qu'on dit de Bitcoin que ça consomme beaucoup d'énergie. Ben oui, par définition. Et pourquoi on fait ça ? C'est pour s'assurer de l'immutabilité, du fait que non seulement je vous ai dit que par construction c'était difficile à changer, mais on veut que ça soit absolument impossible à modifier. Et c'est pour ça qu'on organise une compétition qui dure 10 minutes. L'explication de ça, je la passe parce que... Voilà. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ben, ça veut dire que Bitcoin consomme beaucoup d'énergie, mais beaucoup d'énergie. Alors ceux qui sont les défenseurs de Bitcoin disent ben, c'est le prix à payer pour la sécurité du dispositif. Depuis 2008, le Bitcoin n'a jamais enregistré une seule faille dans son fonctionnement. Même FTX n'est pas une faille de Bitcoin. Donc il n'y a pas eu une seule faille dans le fonctionnement de Bitcoin. Pas
une seule, grâce à une sécurité hors pair. Et cette sécurité, elle est assurée par tous ces ordinateurs qui tournent sur la planète dans des hangars. Pour certains, ce niveau de sécurité qui permet de se passer des banques et des États vaut cette dépense énergétique. De la même manière, quand on voyage en avion, bah oui, ça dépense beaucoup d'énergie, mais certains vont dire bah, c'est le prix énergétique à payer pour pouvoir se déplacer sur la planète en avion. Voilà. Bon, moins à la mode de dire ça, mais voilà. Donc là, voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est quand on dit que Bitcoin est polluant, oui, c'est plus polluant que la dépense par an, la dépense énergétique que génère Bitcoin par an est supérieure à la dépense électrique des pays en orange pris séparément. Donc vous voyez, c'est quand même des quantités importantes d'énergie qui sont dépensées. Donc oui, Bitcoin est énergivore. Ça oui. Non, Bitcoin n'est pas terriblement adapté pour le commerce illicite, mais oui, il consomme beaucoup d'énergie. Même si vous voulez être effaré, là c'est parfait. Énergie par transaction, regardez, Visa c'est 1, alors que Bitcoin par transaction c'est 634 000. Voilà. Donc c'est énergivore. C'est énergivore. Et ça c'est un vrai reproche que l'on peut faire à Bitcoin. Qu'est-ce qui pollue en fait dans Bitcoin ? C'est cette manière de choisir, vous savez, celui qui va mettre à jour le registre, qui repose sur des grosses capacités de calcul. Cette méthode-là s'appelle la preuve de travail. Ça, c'est un vocabulaire que vous entendrez sûrement, proof of work, la preuve de travail. C'est ce mécanisme qui fait que celui qui dépense le plus d'énergie va mettre à jour le registre en échange d'une récompense très importante. C'est polluant. Ce que je vous propose de retenir, si vous êtes par exemple dans l'ascenseur et que vous avez 3 étages et qu'on vous dit « Qu'est-ce que Bitcoin ?», vous pouvez dire « Bitcoin est la première blockchain ». C'est la première blockchain. C'en est une parmi d'autres. C'est aussi le premier crypto-asset. C'est la première blockchain. Donc on va regarder ce que c'est maintenant qu'une blockchain. Mais retenez bien que Bitcoin, c'est la première blockchain. Ah ben alors là, ça va être très simple et très rapide. Une blockchain, c'est tout simplement... Qu'est-ce que c'est une blockchain ? Alors, c'est vraiment très simple, c'est tout simplement une base de données. Un endroit où on stocke de l'information. Tout simplement ça. Et généralement, ça sera enregistré sous forme de transaction. C'est-à-dire qu'on aura une personne... c'est une base de données où les personnes déclarent des choses. On n'a pas, par exemple, la température de la pièce est de 34 degrés. On a Siemens dit que la température de la pièce est de 34 degrés. On n'a pas le café est bio. On a le producteur déclare que le café est bio. Voilà, c'est organisé de cette manière-là. Mais retenez ça, une blockchain, on en fait toute une histoire. Mais ce n'est qu'une base de données. Ce n'est que ça. Mais au lieu qu'elle soit, encore une fois, détenue par une banque, une entreprise, ce qu'on appelle un tiers de confiance, eh bien, on en a tous une copie. Voilà. Tout simplement. Donc, ce que disait d'ailleurs le créateur d'une blockchain, Iota, il disait dans 5 ans, quand on voudra stocker de l'information, on ne se posera même plus la question de se dire est-ce qu'on fait appel à une base de données centralisée où je tiens le registre ou une base de données décentralisée où tout le monde en a une copie qui s'appelle une blockchain, ça sera automatiquement une blockchain. Si l'on veut stocker de l'information, quelle qu'elle soit, blockchain. Aujourd'hui, on a le choix entre une base de données centralisée et une base de données décentralisée, mais il est très possible que dans 5 ans, quand on stocke de l'information, on ait le réflexe blockchain. Donc la blockchain est tout simplement une base de données qui a 2 propriétés, qui est la transparence et puis le fait d'être impossible à modifier. Alors, voilà, donc la base de données, elle est transparente, la blockchain est transparente, comme je l'expliquais tout à l'heure,
par définition, puisque tout le monde a une copie de ce registre, évidemment, c'est transparent. Et puis également, les informations inscrites sur la blockchain ne peuvent plus être modifiées. Ça, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, bah oui, c'est par construction. Si on a tous une copie du registre, celui qui essaye de modifier, il va se faire griller par les autres qui vont lui dire bah non, on a une copie, c'est toi qui l'as modifié. Voilà. Et si on veut le sécuriser encore davantage, c'est là où on fait appel à la preuve de travail dont je parlais tout à l'heure. OK ? Alors, maintenant, toujours la même question. À chaque fois que j'ai une blockchain, il faut qu'il y ait quelqu'un qui fasse le boulot. Ça, il y a toujours le boulot de tenir la base de données, de dire quelles sont les transactions officielles de la base de données. D'accord ? Donc, imaginons, on crée une blockchain dans la salle, chacun a une copie du registre, et donc chacun a une copie du registre. Qui va, toutes les 10 minutes ou toutes les 15 secondes, mettre à jour le registre ? Qui va faire ça ? Ben, il faut trouver une méthode. La méthode utilisée par Bitcoin, je vous l'ai dit tout à l'heure, elle s'appelle preuve de travail, mais il y en a plein d'autres. Hein. On pourrait faire une méthode pas du tout polluante, qui est par exemple de dire, ben, et ça existe, ça s'appelle round robin, de dire, ben voilà, on prend quelqu'un au hasard toutes les 10 minutes, qui met à jour la base de données. Et tout d'un coup, on a une blockchain qui n'est pas du tout polluante. D'accord ? Donc, je voudrais bien que vous... C'est super si vous pouvez retenir ça, c'est que oui, Bitcoin est polluant, parce qu'il y a preuve de travail qui est très polluant, mais il y a plein de blockchains qui ne sont pas polluantes. Et même aujourd'hui, si on regarde, c'est presque la seule. C'est une des seules qui est polluante. Les autres, elles utilisent majoritairement un algorithme de consensus, enfin, une méthode qui s'appelle la preuve d'enjeu. Vous en avez entendu parler, preuve d'enjeu, proof of stake. Okay ? Le meilleur exemple du crypto-asset, de la blockchain qui utilise la preuve d'enjeu, c'est une blockchain qu'on appelle Ethereum. Donc, si vous voulez avoir deux blockchains en tête, en repartant d'ici, la première, c'est Bitcoin, qui est énergivore, qui est la première blockchain, qui est née en 2008 et qui marche avec la preuve de travail. Donc, Bitcoin, première blockchain. Et une autre blockchain qui est née en 2015, qui s'appelle Ethereum, et qui, elle, travaille en preuve d'enjeu et qui n'est quasi pas énergivore. Donc, quand on dit la blockchain est mauvaise pour l'environnement, ça fait longtemps qu'on sait que ce n'est pas le cas. C'est le cas pour Bitcoin, encore une fois, qui est mauvais pour l'environnement, mais pas les blockchains en général. Donc ça, c'est très important de distinguer le fait que Bitcoin est très énergivore, mais les autres blockchains, en général, ne le sont pas. Voilà. Alors, donc on a vu une blockchain, comme ça, comme vous arrivez, vous savez au courant, une blockchain, c'est tout simplement une base de données, mais qui, au lieu d'être centralisée, est distribuée à l'ensemble des membres de la communauté qui en a tous une copie. Et c'est pour ça qu'on appelle ça une base de données décentralisée, qu'on appelle une blockchain. Donc c'est uniquement ça. En fait, donc on se dit, bon, bah, c'est bien, dans la blockchain, on va stocker tout ce qu'on a à stocker, les documents, tout ce qu'on a à enregistrer, on va le mettre dans la blockchain. En fait, on ne l'utilise pas souvent comme ça. D'abord pour une question de poids, parce que si je mets tous mes contrats dans la blockchain et que tout le monde en a une copie, ça va être très lourd. Ou si je mets un film dans la blockchain, bah, ça veut dire que tout le monde en a une copie, donc ce n'est pas raisonnable. Et surtout, pour des raisons de confidentialité, comme tout le monde en a une copie, on n'a pas envie que tout le monde voit le contrat que j'ai mis dans la blockchain. Donc ce qu'on fait d'habitude, c'est qu'on prend l'empreinte digitale du document que l'on met dans la blockchain. D'accord ? C'est l'empreinte digitale du document que l'on enregistre sur la blockchain. Et donc la blockchain est le plus souvent utilisée comme une base de données de certification. Alors vous allez me dire, bah oui mince, mais j'ai plus le document lui-même dans la blockchain. C'est vrai, mais en revanche, si je viens avec un autre document, eh bien, je prends son empreinte digitale. Si son empreinte digitale n'est pas dans la blockchain, c'est que le document que j'ai apporté n'est pas le document original. Voilà comment on se sert de la blockchain
pour certifier l'authenticité des documents. D'accord ? Donc la blockchain, c'est une base de données, mais souvent c'est utilisé comme une base de données de certification, au sens où on ne met pas directement les données dedans, pour des raisons de confidentialité en particulier, mais on met l'empreinte digitale de ce document. Ça, une empreinte digitale de document, ça se calcule, ça se fait sur Internet très rapidement avec des algorithmes qui sont disponibles en open source à tout le monde, comme pour Bitcoin par exemple, c'est SHA-256, peu importe. Voilà. Alors après, ça c'est important de savoir qu'il y a deux types de blockchain. Il y a les blockchains publiques et les blockchains privées. Alors les blockchains publiques, ce sont des blockchains que tout le monde peut rejoindre, comme Bitcoin par exemple. Tout le monde peut rejoindre sans avoir du tout c'est ouvert à tout le monde, donc c'est très innovant comme Bitcoin. Après, il y a d'autres blockchains qu'utilisent beaucoup les entreprises, qui sont des blockchains privées, où là, c'est un petit nombre d'acteurs qui se mettent entre eux. Donc on ne parle plus de millions de gens qui sont sur la blockchain, mais peut-être d'une dizaine. Par exemple, dans le cadre de la supply chain, par exemple, je fais mon café, c'est ce qu'a fait Carrefour, par exemple, avec sa supply chain. Ils ont mis leur poulet sur la blockchain. Donc c'est une manière de parler. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont regroupé tous les acteurs de la supply chain, du producteur de poulet, au transporteur de poulet, au stockage de poulet, jusqu'au grand distributeur de poulet. Chacun a écrit dans la blockchain ce qu'il faisait sur le poulet. Le premier, il déclare que son poulet est bio. Le deuxième, il assure que la température de son stockage est de temps, etc. Chacun certifie ce qu'il fait sur le poulet dans cette base de données. Là, c'est très différent parce qu'il y a juste 10 entreprises qui répliquent l'information. Donc il y a toujours un risque que les gens s'entendent. Donc c'est pour ça que les blockchains privées ou blockchains d'entreprise, quelquefois, sont critiquées par rapport aux vraies blockchains, les blockchains publiques, qui reposent sur des millions d'utilisateurs. Où là, on ne peut pas dire à des millions de personnes, oui, vas-y, change ça, on ne le dira à personne. Donc voilà. Voilà. Et alors là, pour vous dire, je vous ai cité tout à l'heure deux blockchains. La première, née en 2008, qui s'appelle Bitcoin, et la deuxième, née en 2015, qui s'appelle Ethereum. Et en fait, il y en a des milliers et des milliers et des milliers. Et au niveau des entreprises, eh bien, voilà, cette image-là montre quelles blockchains, les 10 blockchains les plus utilisées par les industriels. Donc la première, elle s'appelle Hyperledger Fabric, qui est une blockchain privée. Ethereum, c'est une blockchain publique, on l'a vu tout à l'heure. Quorum, c'est une blockchain privée, blockchain privée, blockchain privée, blockchain privée. PayPal et Microsoft, ils s'appuient sur Bitcoin, sur une blockchain publique. Et encore 3 autres blockchains privées. Donc c'est pour dire juste que vous ayez en tête que ce n'est pas parce qu'une entreprise utilise une blockchain que cette blockchain est forcément privée. Une entreprise peut très bien travailler avec Ethereum, qui est une blockchain publique. D'accord ? Donc bien faire la distinction entre des blockchains publiques, qui sont des blockchains avec énormément de participants ouverts à tous, et des blockchains privées où quelques acteurs se mettent d'accord entre eux pour se répartir la base de données, publique, privée. Alors regardons un peu comment choisir une base de données. Quand j'ai un cas d'usage, par exemple, je veux bouger de l'argent. Ben là, ça c'est le créateur d'Ethereum qui l'a souligné, c'est qu'il appelle ça le trilemme de la blockchain. Il dit que l'on ne peut pas avoir en même temps une décentralisation parfaite, une très grande sécurité et une super vitesse. Donc il faut prioriser en fonction de son cas d'usage. Si on veut faire de l'échange d'argent, par exemple, comme le fait Bitcoin, l'échange d'argent, là, peut-être on négociera un peu sur la vitesse, mais on veut une sécurité absolument infaillible. Donc du coup, on donnera priorité peut-être à la décentralisation et la sécurité contre la vitesse. Et c'est le cas de Bitcoin. Par exemple, Bitcoin, son échange de l'argent, c'est extrêmement sécurisé, c'est relativement décentralisé, mais en revanche, c'est très lent. Il faut voir que si je vous envoie un Bitcoin, ça peut mettre 40 minutes à arriver. Donc c'est quand même, pour le coup, un peu plus long que d'envoyer un email. Voilà.
si je veux faire de la traçabilité avec ma base de données, de la traçabilité avec la blockchain en temps réel, par exemple, ben là, je vais privilégier la vitesse et je vais peut-être négocier un petit peu sur la sécurité, tout en gardant la décentralisation. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'à chaque cas d'usage, si je veux faire des données personnelles, je vais prendre un certain type de blockchain. Si je veux faire de la lutte contre la contrefaçon, je vais faire un certain type de blockchain. Si je veux faire du transfert d'argent, je vais prendre un autre type de blockchain. Donc, je choisis la blockchain en fonction du cas d'usage. Voilà. Alors, je vous propose de dire quelques mots sur Ethereum, parce que Ethereum, ça a été en 2014 une deuxième petite révolution, pas de l'ampleur de Bitcoin, mais quand même. Ethereum, c'est la première blockchain qui permet d'automatiser des actions. C'est-à-dire, en plus d'être une base de données où on lit, où on écrit, on va pouvoir exécuter, automatiser des choses. Et donc, sur Ethereum, existent des applications qui sont les mêmes que sur l'Apple Store, d'accord, mais décentralisées. Si on va sur les applications qui existent sur la blockchain Ethereum, on va trouver des Uber, des services de taxi, des services de location de maison, des YouTube. Donc on aura exactement les mêmes applications, mais qui, au lieu, encore une fois, d'être centralisées chez Apple, YouTube, Airbnb, Uber, on aura la même chose, mais décentralisée, c'est-à-dire qu'il n'y a plus un acteur central comme YouTube, Uber, etc., qui prennent 30% de commission, par exemple, pour assurer le maintien du service. Là, il n'y a plus ce centre-là, et donc il y a une économie pour les utilisateurs qui n'ont plus à reverser un tiers de la somme à un tiers de confiance, enfin en tout cas à un acteur centralisateur. Okay, donc on a vu la blockchain, c'est une base de données sur laquelle on écrit des transactions, mais on peut aussi, depuis Ethereum en 2014, on peut aussi faire toutes sortes d'applications qu'on appelle des applications décentralisées ou DApp. Donc il existe un Decentralized Uber, il existe, je pourrais vous montrer, il existe un Decentralized YouTube, vous voyez, voilà, ça c'est... Attendez, c'est pas celui-là. Voilà. Voilà, vous voyez, ça se présente exactement comme YouTube, sauf que c'est sur Ethereum, et du coup, YouTube ne prend pas une part très importante des revenus générés par le visionnage. Là, tout le montant généré par les visionnages est partagé entre ceux qui ont contribué à créer la vidéo. Voilà. Et ce qui est intéressant avec Ethereum, c'est qu'on peut automatiser ça, c'est-à-dire dire de manière gravée dans le marbre, ça c'est la spécialité de la blockchain, on va graver dans le marbre que le montant payé par celui qui visionne la vidéo va être partagé à 30% pour le créateur, 30% par exemple, si c'est un film, 30% pour le réalisateur, 30% pour les acteurs, 30% pour celui qui fait les costumes, par exemple. Voilà. On pourra avoir une répartition de la valeur ajoutée qui sera gravée dans la blockchain. On n'aura plus besoin d'un acteur central qui s'occupe de faire cette répartition à la main. Et souvent, pour faciliter ça, on a un crypto-asset, c'est-à-dire un jeton qui sert de monnaie locale sur ce dispositif pour pouvoir récompenser chacun des acteurs d'avoir participé à la vidéo. Donc voilà ce que permet Ethereum. Donc c'est très différent de Bitcoin, hein. Bitcoin, je vous rappelle, ça a une seule fonction, c'est de s'échanger de l'argent de pair à pair. Quand les gens disent « mais c'est quoi Bitcoin? Ça repose sur rien ». Bitcoin, aujourd'hui, ça vaut 350 milliards de dollars en tout. Si on voulait acheter Bitcoin, qu'est-ce qu'on achèterait? On achèterait un système, donc on n'achète pas rien du tout, on achète un système révolutionnaire qui permet de s'échanger de l'argent de personne à personne sans intermédiaire. C'est ça Bitcoin. C'est un système qui permet de s'échanger de l'argent de personne à personne. Ethereum,
c'est une plateforme, du coup, décentralisée, qui permet de créer toutes sortes d'applications, de services qui seront décentralisés. Vous avez peut-être entendu parler de la finance décentralisée, qu'on appelle DeFi. C'est un sous-ensemble de ces applications qui permettent de rendre des services financiers sans faire appel à une banque. Voilà, les applications de DeFi. Voilà. Alors, Ethereum, aujourd'hui, marche en preuve d'enjeu. Hein, je le rappelle, c'est très important. Ça a été vous savez qu'en fait, si on remonte un peu dans le temps, Ethereum marchait comme Bitcoin de manière très polluante jusqu'au 15 septembre de cette année. Hein. Jusqu'au 15 septembre de cette année, les deux plus grosses crypto-monnaies marchaient avec la preuve de travail, c'est-à-dire étaient très polluantes. Et Vitalik Buterin, ce gars génial qui était un fan de Bitcoin des premières heures, c'est vraiment un génie, qui a créé cette blockchain qui permet de faire des applications, eh ben, il a été assez audacieux pour proposer et réaliser de changer, sans arrêter le fonctionnement de la blockchain, de changer la manière dont sont récompensés les participants de la blockchain. Donc c'est une étape extrêmement importante dans l'histoire de la crypto-monnaie, beaucoup plus que le passage de FTX. Le 15 septembre, on est passé, Ethereum est devenu écologique. Hein. Donc aujourd'hui, vraiment, que les idées soient bien claires, aujourd'hui, en gros, on a une crypto-monnaie qui est polluante qui s'appelle Bitcoin, et toutes les autres crypto-monnaies, ou presque, sont avec des algorithmes de consensus, c'est-à-dire des manières de fonctionner qui sont non polluantes, principalement la preuve d'enjeu. D'accord ? Bitcoin polluant, Bitcoin est la première blockchain, le Bitcoin est polluant, même si on peut le défendre que ça vaut le coup. En revanche, la plupart des blockchains ne le sont pas. Donc ça, c'est vraiment important de l'avoir en tête parce que c'est un cliché qui a la vie dure, que la blockchain, c'est mauvais pour l'environnement, alors que ce n'est pas le cas, sauf pour Bitcoin. Vous voyez, le patron d'une des entreprises qui construit le plus d'applications décentralisées sur la blockchain explique la blockchain consomme autant d'électricité qu'une machine à café. Voilà. Et alors, encore, je vous ai dit que le Web3, c'était beaucoup de vocabulaire. Comment s'appelle cette automatisation que l'on fait sur la blockchain Ethereum ? Eh bien, ça s'appelle un programme, ou alors, si on veut faire le malin et utiliser le bon terme pour le Web3, ça s'appelle un smart contract. Donc, c'est ni smart, ni un contract, ni un contrat, c'est tout simplement le nom que l'on donne à un programme sur Ethereum. Voilà, smart contract. Vous pouvez retenir ce mot parce qu'il est très utilisé dans le Web3. On fait appel à un smart contract pour automatiser les choses sur la blockchain. Alors après, il y a d'autres blockchains programmables bientôt, bien sûr maintenant. Il y en a plein d'autres qui sont apparus dans l'écosystème. Si vous voulez un panorama des blockchains, de certaines blockchains, vous pouvez aller sur un site qui s'appelle CoinMarketCap, voilà, et qui liste les blockchains, vous voyez, on a leur nom à gauche, en fonction de leur importance en termes de capitalisation de marché. On a Bitcoin qui vient en premier, puis Ethereum, puis Tether, puis BNB, puis USD. Et alors, il faut voir que chacune de ces blockchains ou de ces crypto-assets ont une mission. C'est-à-dire, quelquefois, les gens disent « Oui, mais derrière une crypto, il n'y a rien. » Peut-être pour Bitcoin, je vous ai expliqué, c'était ce système qui permet de s'échanger de l'argent de pair à pair. Sur Ethereum, c'est une plateforme générique qui permet de faire des programmes, donc ça ne sert pas à rien. Mais la plupart des projets, comme par exemple Filecoin, par exemple, permet, ou je vous ai montré tout à l'heure Dtube, la plupart des projets crypto, enfin des crypto-monnaies, ont un vrai projet derrière. C'est ça qui est intéressant quand on s'intéresse au Web3, c'est de regarder quel est le projet derrière cette crypto qu'on voit listée sur ce site-là. Alors, donc, si vous voulez, il y a différents types de programmes qu'on peut faire sur la blockchain Ethereum, pour prendre celle-là, et on peut faire aussi un programme pour créer un jeton unique.
Alors, comment on appelle un jeton unique? En anglais, c'est non-fungible. Jeton, ça se dit token. D'accord? Et donc, c'est ce qu'on appelle un NFT. Donc, pour résumer, pour faire quelque chose, une image très simple, c'est comme si la blockchain était une autoroute et que dessus circulaient deux types de véhicules. D'un côté, les crypto-assets, c'est-à-dire ceux dont on a beaucoup d'exemplaires, par exemple Bitcoin, par exemple Ethereum. Et puis, il y a un autre type de crypto-assets qui sont des jetons qui sont uniques. Et à ce moment-là, on parle de NFT, Non-Fungible Token. Okay? Donc, dans tous les cas, vous vous souvenez, Bitcoin, ce qu'on a réussi à faire, c'est la possibilité de se transférer un jeton d'une personne à une autre de manière infaillible. Ben ça, on peut l'utiliser soit pour se transférer des cryptos, d'accord, c'est-à-dire des jetons dont on a une infinité d'exemplaires, enfin beaucoup d'exemplaires, soit des jetons uniques qu'on appelle des NFT, Non-Fungible Token. Okay? Donc voilà, dans le Web3, on a une infrastructure qui s'appelle la blockchain, sur laquelle on peut s'échanger des jetons. En anglais, ça se dit token, c'est la même chose, hein, jeton et token. La blockchain est une infrastructure sur laquelle on peut s'échanger de pair à pair. Bah oui, merci Bitcoin. De pair à pair, on peut s'échanger des jetons. Quand ils sont en grand nombre, on appelle ça des cryptos. Et quand ils sont uniques, on appelle ça des NFT, Non-Fungible Token. Ça veut tout simplement dire un jeton unique. Voilà le socle sur lequel fonctionne tout le Web3. Voilà. Et après, on voit bien qu'on va pouvoir inventer des économies liées à ces jetons, récompenser les gens en fonction de leur action dans le cadre d'un projet par ces jetons. Il y a toute une économie qu'on appelle une token économie qui est à mettre en place, et c'est un aspect passionnant parce que ça donne naissance à des nouveaux business models. Alors, les NFT, ça a commencé au départ, donc on a vu que la blockchain permettait de se transférer un jeton unique. OK, mais ça sert à quoi ça? Donc la première idée qui est venue aux gens, c'est de se dire, on va lier ce token à ce jeton, on va le lier à une image. Et donc c'est ça qui a fait le succès un peu fou en 2019, 2020, 2021 surtout, des petites images dont vous avez peut-être entendu parler, que sont les CryptoPunks ou les Bored Apes, qui sont des petites images à prix d'or, qui s'échangent à prix d'or. Et pour reprendre l'image de Berg, là, on est vraiment, là, dans ce dont je parle actuellement, on est vraiment dans la partie spéculation. D'accord ? Le fait que ces images se vendent à prix d'or, c'est vraiment une activité de spéculation. Pourquoi je le paye 40 000 $ pour l'un d'eux ou 100 000 $? C'est parce que j'espère le revendre plus cher que ce prix-là. C'est la seule raison pour laquelle je fais ça. Maintenant, un jeton unique, ça peut aussi servir, pour vous dire à quoi sert un NFT, au-delà de la spéculation, ça va devenir tout simplement un accès à une expérience. C'est-à-dire, rentrer dans un bus, c'est un NFT. Rentrer au cinéma, c'est un NFT. En fait, un NFT est utilisé comme un portefeuille de droits. C'est-à-dire, en tant que détenteur de ce jeton unique que je peux transférer, à quoi ai-je droit ? J'ai le droit de propriété sur cette image, j'ai le droit de rencontrer son créateur, j'ai le droit de, si c'est un NFT par exemple pour le mondial, j'ai par exemple un NFT qui me permet d'accéder au match, à rencontrer les joueurs, à prendre à certaines expériences premium que me permet le jeton. Le jeton, il peut me permettre de prendre un train, de louer une voiture. Donc vous voyez que le champ d'action de ce NFT est ultra vaste. Et on n'entendra même plus parler du terme NFT de la même manière que IP dans Internet, plus personne n'en entend parler. Quand on est sur Amazon, il n'y a pas une seule fois le terme IP qui est utilisé. Là, c'est pareil, on n'entendra plus parler de NFT, on se transférera de portable à portable un ticket, voilà, et ça sera derrière un NFT. Il y a une boîte, peut-être vous en avez entendu parler, qui fait des panini de foot, l'équivalent d'un album Panini de foot, qui s'appelle Sorare, qui a levé 680 millions d'euros pour son développement. Sur leur site, il n'y a pas une seule fois le terme blockchain, le terme NFT, parce que c'est très accessible, très user-friendly,
et du coup, on ne voit pas du tout la technologie sous-jacente. Donc, c'est très probablement ce qui va arriver au NFT. Et les marques sont elles-mêmes étonnées du succès de ce jeton unique NFT. Etam a proposé à ses clients, plutôt, des NFT de leurs articles qui donnaient accès à, déjà l'article, premièrement. Deuxièmement, peut-être l'article qui tourne en 3D. Troisièmement, 10% de réduction de l'année d'après. Vous voyez, donc le NFT va, et puis de rencontrer aussi les autres détenteurs de NFT, de rencontrer les créateurs de l'article, du produit. Donc le NFT va pouvoir servir à rendre commercial des expériences, en fait. C'est-à-dire qu'on avait un monde de biens qui était très développé. Grâce au NFT, on va pouvoir développer un monde d'expériences avec un marché très fluide pour pouvoir se les échanger. Voilà à quoi... Et surtout, ce qu'il faut retenir sur le NFT, c'est que c'est un outil formidable pour engager les communautés. Alors, c'est un petit peu du marketing, c'est plus dans l'intérêt des entreprises, mais pas seulement. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire que dans le Web 2, on avait un outil assez addictif qui était Instagram. Aujourd'hui, on est en train de voir qu'avec les NFT, on va faire des outils à disposition des marques qui vont être encore plus addictifs que l'étaient les réseaux sociaux comme Instagram à notre époque. Voilà. Donc, oui. Pouvez-vous préciser la différence entre une expérience vendue par un NFT et une expérience vendue sur le web aujourd'hui ? Oui. Alors, la première différence, c'est le fait que c'est, dans un cas, c'est centralisé, dans l'autre, ce n'est pas. C'est-à-dire que si je vous vends pour le consommateur, ça ne change rien. Alors, je vais répondre sur un truc qui est très différent. C'est que, par exemple, si vous êtes un créateur d'un NFT, ce que va permettre la technologie NFT, c'est que quand le NFT va être transféré d'une personne à l'autre, le créateur original sera toujours rémunéré 10% de chacune des transactions, par exemple. Vous voyez, toute la partie programmable permet de faire des choses qui n'étaient pas possibles avant, dont celle-ci est un exemple. Et le NFT est très adapté pour bien rémunérer les ayants droit. Deuxième question, Oui. pardon. Oui. Non, mais juste... Oui, on entend bien. Hein. C'est pour que les gens à distance. Vous parliez de la base de données qui était mise à jour donc par chacun et non pas par des entités centrales. Des entités centrales, sauf que là, on parle d'une donnée énorme, du coup, parce qu'il y a énormément de liens qui se font et donc de plus en plus de personnes liées à ce système-là. Oui. Moi, avec mon petit ordinateur, comment ça fonctionne ? Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire de mettre à jour cette base de données ? Oui. Alors, d'abord, la mise à jour de cette base de données, elle concerne qu'une minorité de gens qui s'intéressent au butin qui a touché en le faisant. Donc, c'est les mineurs. Dans Bitcoin et dans toutes les blockchains, il y a des gens qui vont faire ce travail de mettre à jour la base de données. Sur toutes les blockchains, il y a des gens qui vont s'intéresser à ça. Mais c'est qu'une très petite minorité des utilisateurs qui vont faire ça. Et si vous n'êtes pas de cette race-là, comme moi je ne suis pas, comme on l'est tous, on utilise les NFT par exemple sans être un validateur, ce qu'on appelle un validateur de la blockchain, vous n'allez en réalité pas avoir la totalité de la blockchain parce que ça serait très très lourd, ça va être partagé autour de vous. Donc l'idée, c'est que la technologie, elle permette de partager cette base de données entre ses utilisateurs et qu'on n'ait pas tous à avoir tout. On va se partager la base de données. Une blockchain, c'est une base partagée entre ses utilisateurs. Et donc c'est ça le lien avec la 5G, avec l'importance de la rapidité des données et donc des stockages kilomètres. Parce que j'imagine qu'avec un web qui fonctionne mal, fonctionne lentement, toute une partie qui tombe. C'est sûr que on pourrait dire que c'est une surcouche d'Internet. Il faut un Internet qui fonctionne bien pour pouvoir assurer du transfert de cryptoactifs. Ouais. C'est d'ailleurs un... Voilà, oui. Donc voilà, donc vraiment bien comprendre de quoi on parle dans le Web 3, on a cette possibilité de s'échanger de pair à pair. En fait, le Web 3 permet deux choses. En fait. Une première chose, c'est de... Alors, une première chose... Ça permet même trois choses si on rajoute l'automatisation.
En tout cas, retenez que permet le Web3 ? Il permet d'abord d'enregistrer. Dès que vous avez de la traçabilité à faire, de l'enregistrement, la blockchain est une solution. Encore une fois, on peut très bien continuer à faire appel à une base de données centralisée. Et la question que vous posiez, elle est très bonne. Il y a un pan qui est intéressant à explorer, c'est pourquoi j'utiliserais une base de données décentralisée plutôt qu'une base centralisée. Et en particulier, sur la traçabilité, ce n'est pas du tout évident de voir pourquoi je ne ferais pas de la traçabilité de manière centralisée. Je vous dis pourquoi, c'est parce que dans la traçabilité décentralisée via la blockchain, en fait, les acteurs s'engagent. Vous voyez, par exemple, Carrefour qui fait son poulet, avant, quand il faisait de la traçabilité centralisée, c'est Carrefour qui déclarait le poulet est bio, qui déclarait le transport, il prenait la responsabilité. Avec la blockchain, chaque acteur prend la responsabilité de ce qu'il dit dans la blockchain. Ça ne veut pas dire qu'il dit la vérité, mais si jamais, comme c'est gravé dans le marbre, si jamais il dit quelque chose qui est faux, c'est marqué dans la blockchain qu'il a déclaré une fausse information. Donc, la partie traçabilité d'un côté, et de l'autre partie, la partie enregistrement, et l'autre partie, c'est la partie transfert de jetons, donc soit de crypto, soit de NFT. Voilà. C'est ces deux usages avec la possibilité, c'est pour ça qu'il y a un triangle ici, la possibilité d'automatiser ces processus-là via des smart contracts. Voilà, le Web3, c'est ça. Alors, je vais me permettre, avant d'aller sur les questions, de très rapidement vous donner quelques applications que vous compreniez à quel point il y a des utilisations pour lesquelles ça va être évident d'utiliser la blockchain. Par exemple, on veut tracer la provenance des aliments. Ah ben là, on a besoin d'une base de données accessible à tous avec tout le trajet qu'a suivi l'aliment. La blockchain est une possibilité. Les conditions de travail, on veut garantir qu'il n'y a pas de cruauté sur les animaux, qu'il n'y a pas de travail des enfants, etc. On peut utiliser la blockchain pour le certifier. Encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est vrai, mais en tout cas, ça sera inscrit de manière indélébile, quelque part visible à tous. Contre la contrefaçon, retenez ce cas d'usage, je ne peux pas développer exactement pourquoi ça marche, mais c'est la première fois qu'on a une technologie qui permet d'adresser ce problème-là. Tout simplement parce que, comme tout est écrit dans la blockchain, on peut remonter à l'émetteur du jeton qui représente le sac, par exemple, et s'assurer que cet émetteur, c'est bien Hermès ou c'est bien Chanel. D'accord ? Voilà. Si on remonte la chaîne et qu'on tombe sur un jeton qui a été émis par un acteur qui n'est pas celui qui est prétendu, eh ben c'est un faux. Voilà. C'est un peu rapide mais en tout cas, retenez que la blockchain est parfaite, mais vraiment, à quelques exceptions près, elle permet d'éviter complètement la contrefaçon. On a vu qu'on pouvait échanger. Qu'est-ce qu'on peut échanger ? Pas forcément que de l'argent, on peut échanger de l'énergie. Pour tout ce qui est réseau pair-à-pair, par exemple, dans un voisinage, ça a été fait avec Brooklyn Grid là, dès 2016. Eh bien, on peut s'échanger de l'énergie de pair à pair sans avoir à faire appel à un organisme central. Le traçage des émissions de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, c'est beaucoup sur papier. Le fait d'utiliser une solution décentralisée qui permet de tracer et de récompenser avec des tokens, avec des jetons, les gens qui ont des comportements vertueux. Ça, c'est une utilisation qui est tout à fait intéressante. On peut bien sûr prouver l'antériorité en matière de propriété intellectuelle en mettant, je mets dans la blockchain l'empreinte de mon document, un peu comme l'INPI, sauf que je n'ai plus besoin d'un centre. Je fais appel à cette base de données dont on est tous co-créateurs pour prouver. Donc ça, à terme, la SACEM s'y intéresse énormément pour voir comment utiliser cette technologie blockchain pour pouvoir non seulement garantir les droits, mais aussi répartir, comme je vous disais tout à l'heure, faire la répartition automatique de l'argent entre les différents ayants droit, au lieu d'avoir à faire ça manuellement. Voilà. La certification de diplôme, c'est le même principe, c'est-à-dire qu'on a la garantie de l'authenticité du diplôme. Le cadastre, évidemment, si on veut dire qui est propriétaire de quoi, c'est sûr que l'État peut le faire, mais on peut aussi le mettre sur une blockchain. Donc c'est ça qui fait que ça peut inquiéter, parce que je pense qu'un notaire, c'est beaucoup plus quelqu'un qui tient le registre, c'est aussi quelqu'un qui donne des conseils. Et j'en profite pour faire une petite insertion, c'est que, attention, ce qui est marqué dans la blockchain est impossible à modifier, ça c'est clair.
Mais je le redis, ça ne veut pas dire que ce qui est marqué est vrai. Donc, par exemple, au Ghana, comme l'État était un peu défaillant, ils ont construit une blockchain pour faire un backup du cadastre tenu par l'État. Mais le problème, c'était qui va écrire sur la blockchain ? À qui on va faire confiance pour écrire sur la blockchain ? Et là, ce qu'ils ont fait, la start-up qui a organisé ça, elle regroupait les voisins autour d'une parcelle en mettant le propriétaire présumé de la parcelle. Et ce n'est que si tous les voisins attestaient que cette personne était bien propriétaire de la parcelle que la start-up rentrait l'information dans le cadastre. Donc voilà, donc ça c'est très important. Et le rôle du notaire, c'est un peu fin ce que je dis, mais le rôle du notaire, effectivement, ça ne va plus être de tenir le registre. Le registre, il se tient tout seul, c'est la blockchain. Mais en revanche, qui va inscrire la transaction ? Ah ben là, il faut quelqu'un de confiance pour faire l'inscription de la transaction dans la blockchain. Donc il y a vraiment une histoire. La blockchain, et peut-être c'est l'occasion de parler très rapidement de FTX, la blockchain, ça marche très très bien. Il n'y a jamais eu de faille ou presque. Le problème, c'est toujours dans l'interface avec le monde habituel. C'est toujours là que ça se passe. Et comme je vous le disais, le premier exemple, c'est la blockchain. On est sûr que ce qui est marqué est gravé dans le marbre, mais en revanche, on n'est pas sûr que ce qui est marqué est juste. Et alors, j'en profite pour vous raconter FTX en une phrase. FTX, en fait, c'est l'histoire d'un exchange. Donc, un exchange, c'est ces acteurs qui, au lieu qui permettent d'acheter des crypto-monnaies. Donc, c'est des acteurs centralisés, d'accord, qui vous fournissent en échange d'argent, euros, dollars, des cryptos. Donc, c'est l'histoire de FTX qui, en fait, a spéculé avec l'argent de ses clients, que lui ont confié ses clients. C'est uniquement ça. Donc, c'est une histoire vieille comme le monde. Le comble, et donc qui a perdu de l'argent et du coup ne pouvait plus rembourser ses clients. Mais le comble, c'est que s'il y a un endroit sur Terre où ce genre de scandale ne devrait pas arriver, c'est bien la crypto. Parce que dans la crypto, on est normalement propriétaire de ses actifs. On est propriétaire de ses bitcoins. On est propriétaire de son argent. Donc, FTX ne devrait pas garder les fonds. Et c'est tout le problème d'FTX, comme tous les exchanges aujourd'hui, c'est qu'en fait, ils gardent vos fonds pour vous. C'est pour ça que vous entendrez souvent, attention, si vous allez sur un exchange et que vous achetez des crypto-monnaies, n'oubliez pas de faire un transfert de chez eux à chez vous, de ne pas laisser les fonds chez vous. Donc c'est ça qui est très dommage, c'est qu'on a, pour la première fois dans l'histoire du monde, on avait la possibilité de détenir ces actifs et les gens laissent leurs actifs chez l'exchange. C'est très dommage. Donc voilà, c'est ça l'histoire des FTX. Et ce qu'a dit JP Morgan, je trouve, ça résume très bien en une phrase ce qui s'est passé. FTX, c'est la faillite d'un acteur centralisé, un exchange, d'accord, un acteur centralisé, mais pas des protocoles décentralisés. D'accord ? C'est-à-dire, c'est un acteur centralisé qui a fait des choses limites, mais ça ne remet absolument pas en cause le fonctionnement des crypto-monnaies. Donc, il n'y a vraiment aucun rapport entre la faillite d'FTX et la solidité du système des crypto-monnaies. C'est pour ça que c'est un épisode, comme il y en a déjà eu dans l'histoire depuis 2008, qui est toujours le même problème, qui est un problème de connexion entre le monde habituel et le monde des cryptos. Et peut-être la solution, ça serait, ça c'est une proposition, mais que les exchanges, comme c'est le cas pour les brokers traditionnels, ne soient pas, en tout cas, sauf contrôle vraiment très strict, ne soient pas autorisés à garder les fonds de leurs clients. Ils ne feraient que leur rôle d'exchange, c'est-à-dire de dire, ben voilà, je te donne un bitcoin contre 15 000 €, point. Et le bitcoin, il est transféré immédiatement chez la personne qui a fait la transaction. Parce que, voilà, le problème de FTX, c'est qu'il détenait le fonds de ses clients et qu'il en a profité pour spéculer et il a perdu tout l'argent. Du coup, les clients se sont retrouvés floués. Voilà l'histoire d'FTX de temps après, c'est une histoire, c'est une vraie série Netflix parce que c'est une histoire avec un good and villains, peut-être même il y a two villains, il y a même deux méchants quoi, entre Binance et, en fait c'est les deux plus gros exchanges, Binance et FTX, qui se détestaient et Binance a réussi à faire tomber
son concurrent FTX. Donc il y a une histoire magnifique, presque une tragédie grecque, mais comme je disais, au lieu qu'il y ait un bon et un méchant, il y a plutôt deux méchants, selon moi. Voilà. Donc je pense qu'on peut finir avec ce cas d'usage, les votes. C'est quelque chose qui est possible au lieu d'avoir un acteur centralisé à qui il faut faire confiance pour gérer les votes, eh bien, on peut le faire sur la blockchain. Pourquoi ça ne se passe pas trop aujourd'hui ? Parce que les blockchains suffisamment sécurisées, comme Bitcoin ou Ethereum, ne sont pas suffisamment rapides pour encaisser, par exemple en France, 60 millions, enfin non, ce n'est pas 60 millions, mais 40 millions de votes dans la journée. Elles ne vont pas suffisamment vite. Donc du coup, pour le moment, on a des problèmes qu'on appelle en anglais de scalabilité. Voilà. Bon, mais on voit bien, il y a eu une initiative qui a été tentée aux États-Unis, qui est apparue finalement comme très centralisée. On s'est dit pourquoi ils utilisent une blockchain. Tous les nœuds de la blockchain, il n'y en avait que 8 déjà. Il n'y avait que 8 personnes qui se partageaient le registre. Vraiment, pour appeler ça une blockchain, c'est limite. Et en plus, ces 8 nœuds appartenaient à la start-up qui a organisé le vote. Donc ça, c'est ce que j'appelle une solution centralisée, même si ça a été annoncé à grands coups de pub sur CNN comme étant l'avènement de la blockchain pour permettre les votes. Ça, c'est très intéressant, un peu compliqué à expliquer en 2 minutes, mais comme vous avez compris, en fait, la blockchain, elle permet d'automatiser les transactions entre les individus. Donc on voit bien qu'au sein d'une entreprise ou dans le fonctionnement d'un ensemble d'entreprises, on va pouvoir programmer la manière dont les interactions se font. C'est-à-dire, dès que mon fournisseur est livré, il est payé à condition que tel prestataire ait bien fait telle démarche. Donc on peut mettre tout ça dans un smart contract pour pouvoir faire fonctionner ce qu'on appelle une DAO, Decentralized Autonomous Organization. Retenez que c'est un peu l'avenir de la SARL. Bon, c'est vraiment très vulgarisé, mais la SARL, c'est très centralisé. La blockchain permet à des nouveaux types d'organisations d'émerger qui s'appellent les DAO, les Decentralized Autonomous Organization. Très prometteur, ce cas d'usage. Et puis, la gestion des données personnelles. Alors, bien sûr, ça, je le dis parce que c'est très important de ne pas se tromper. Pas de données personnelles dans la blockchain, évidemment, puisque sinon tout le monde les verrait. D'accord ? Pas même d'empreintes de données personnelles dans la blockchain, parce qu'on aurait peur, ça serait trop grave si quelqu'un arrivait à remonter de l'empreinte à la donnée. Donc alors, pourquoi on utilise la blockchain ? En gros, on utilise la blockchain pour mettre des autorisations d'accès à mes données. C'est-à-dire, on rentre dans un nouveau monde où mes données, elles ne sont plus chez Amazon, plus chez Google, elles sont chez moi, ou chez un serveur, chez un prestataire à qui je fais absolument confiance pour conserver mes données, et je donne au compte-goutte accès, par exemple, je donne accès à mon taux de diabète, à mon médecin, sur une tranche de temps. Et ce n'est pas comme avant où on donnait sa carte d'identité, là on la montre et on la reprend. Voilà. Donc en très gros, on va stocker dans la blockchain, je vous ai dit que la blockchain c'était un endroit, c'était une base de données, on va stocker les autorisations d'accès à mes données. Donc c'est un modèle, ça il y aurait de quoi faire une journée, de faire une autre conférence passionnante sur ce sujet, la gestion décentralisée de l'identité. Voilà. Oui. La nouvelle carte d'identité. Mm-hmm. Quand on se connecte avec certains sites, ils vous demandent de vous connecter avec France Connect, vous pouvez connecter avec les impôts. Oui. Et maintenant, vous avez la possibilité de scanner votre carte d'identité sur votre téléphone. Oui. Et du coup, ça donne l'autorisation et ça vous ouvre le site. D'accord. Ah oui, ok, très bien. Ah oui, ça donne un exemple. Je pense que derrière cette technologie qu'il y a... C'est possible, c'est possible. Ça donne l'autorisation et ça reprend le... Et il y a beaucoup de sites qui commencent à fonctionner sur ce modèle-là. Effectivement, ça passe... L'occasion de rappeler que le gros avantage du NFT, c'est d'engager une communauté. C'est ça qu'il faut retenir. On a vu ce que c'était qu'un NFT, c'est ce jeton qu'on s'échange sur une blockchain, ok, très bien. Mais à quoi ça sert ? À engager une communauté. Donc pour les marques, c'est vraiment du pain béni. Enfin, je veux dire, c'est une technologie formidable, le NFT, parce qu'elle permet d'engager une communauté. Et j'ai entendu une idée assez saugrenue, peut-être un peu d'avant-garde, mais intéressante, que même pour des syndicats, ça serait un outil intéressant, le NFT, pour pouvoir engager les membres du syndicat. Bon, il faut attendre un petit peu encore
Voilà. Donc, en conclusion, je dirais bien rappeler que le Web 3, c'est un outil. Donc ça permet le meilleur comme le pire. Pour caricaturer, je dirais que ce qui peut être un peu effrayant, c'est cette traçabilité généralisée que permet la blockchain. Ce qui peut aussi un petit peu, enfin qui est un vrai tournant pour nos sociétés, c'est qu'on était parti sur une économie où la propriété reculait, dans une économie du partage, une économie de la fonctionnalité. Là, avec le Web 3, la propriété revient en force. C'est-à-dire on va rendre à César ce qui appartient à César. On ne sera plus comme dans le web précédent, propriétaire en gros de sa maison et puis peut-être de sa voiture. On va avoir chacun sur soi des portefeuilles qui vont contenir tous les NFT qui vont correspondre à la propriété des objets dont on est détenteur. Donc la propriété revient en force avec cette technologie-là. Et je citerai le patron de Ledger, qui est une grosse licorne française qui travaille dans le secteur pour faire des clés sécurisées. Son patron dit, son CEO dit, le Web 3, c'est the Internet of Ownership, c'est l'Internet de la propriété. Et je trouve que c'est très intéressant comme façon, je vous avais parlé d'enregistrer et de transférer. Là, c'est vraiment le côté transféré qui permet à chacun d'être propriétaire. Et on peut gérer la propriété parce que la blockchain permet de se transférer, de savoir à tout moment qui est propriétaire de quoi. Donc mais ça oriente fortement nos sociétés. Et au niveau du meilleur, je reprendrai les DAO, la possibilité d'organiser des groupements de manière beaucoup plus démocratique, beaucoup plus ouvert. En tout cas, on a les outils pour pouvoir faire que ça soit plus ou moins ouvert. On peut faire aussi fermé qu'on le veut, aussi ouvert qu'on veut. Donc ça, c'est un cas d'usage qui va être passionnant. Et comme je vous disais, la gestion des données personnelles avec l'identité décentralisée. Donc voilà, c'est un tableau contrasté, je le reconnais. Je voyais ce matin dans le Parisien qu'il y avait des phénomènes d'addiction là, au Paris, constatés lors de la Coupe du Monde de foot. C'est vrai qu'on peut avoir peur que dans les années à venir, les gens se réfugient sur leur portable, non plus pour être collés sur Facebook ou Instagram, mais pour pouvoir toute la journée acheter et vendre des trucs sur leur domaine d'expertise. Quand je dis des trucs, c'est des NFT sur leur domaine d'expertise. C'est-à-dire le passionné de foot, il va acheter et vendre des cartes de foot. Le passionné de vin, il va acheter et vendre des bouteilles de vin ou des morceaux de bouteilles de vin. Donc je pense qu'il y a un risque que la société se concentre sur ce type d'activité. Il y a un risque de dérive de ce type d'activité. On le voit par exemple sur les baskets. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui achètent des baskets pour les revendre un peu plus cher. Typiquement, le Web 3 permet de formaliser ce type d'activité. Pareil pour les sacs de luxe. Voilà. Donc voilà, j'ouvre un possible qui est que dans quelques années, les gens soient un peu plus pendus à leur portable pour devenir traders sur un domaine dont ils ont l'expertise via la technologie NFT. Merci beaucoup, Christophe. Merci à vous. Alors, on peut consacrer encore un petit peu de temps pour des questions. Je prends le micro juste pour vous préciser ou vous rappeler que depuis maintenant le printemps dernier, chaque conférence qui a lieu ici est filmée en direct, tant pour vos collègues qui sont en télétravail et qui nous permet un montage aussi, notre camarade Patrice Mouly ici présent, qui nous fait ensuite des montages et qui nous permet d'avoir des replays en bon français, des rediffusions de toutes les conférences. Donc notamment quand il y a des planches, des choses que peut-être vous n'avez pas eu le temps de noter, vous avez la possibilité de le voir ensuite beaucoup plus précisément. Et ça, c'est accessible sur le site du CE, sur les replays des conférences. Donc gardez bien ça en tête. Il faut un petit peu le temps quand même après de faire le montage et moi ensuite de mettre les conférences sur la chaîne du CE, puisque le CE a une chaîne YouTube, mais on vous rappellera tout ça sur les infos, sur les actualités, les newsletters, auxquels je vous conseille de vous abonner. Voilà, pour mon petit laïus, maintenant, s'il y a des questions, laissez-moi simplement le temps d'aller vers vous pour que les questions soient audibles ensuite sur les rediffusions.
essayer de ne pas écraser les pieds des gens. Bonjour, je voudrais savoir si vous avez des infos sur la fiscalité par rapport à toutes ces cryptos. Sur pardon ? La fiscalité française. Ah oui, oui, très bonne question. Il y a eu une première loi qui s'appelle la loi Pacte, qui a maintenant 3 ans, et il y a une réglementation très importante qui arrive, et c'est central d'en parler, merci, la réglementation MiCA, qui va arriver au début de l'année 2023, et qui va réglementer les cryptoactifs. Concernant les NFT, on attend, ce n'est pas encore à l'ordre du jour, il y aura une deuxième salle de réglementation liée aux NFT. Pour le moment, MiCA se concentre, c'est une réglementation sur les cryptoactifs. Alors, pour parler plus spécifiquement de fiscalité, tant qu'on échange une crypto contre une autre, on n'est pas fiscalisé. Tant qu'on reste, c'est pour ça d'ailleurs que les stablecoins ont eu un grand succès. Ce qu'on appelle un stablecoin, c'est un token, un jeton. Alors, qu'est-ce qu'il a comme vertu, ce jeton ? Eh bien, il est exactement égal à $1. Alors, c'est compliqué de faire un jeton qui vaut $1, parce que vous savez que c'est le marché qui décide de la valeur du jeton, ce n'est pas vous. Donc, faire un jeton qui vaut exactement $1, c'est compliqué. Certains se souviennent peut-être d'une faillite récente de Terra Luna, qui était justement la faillite d'un stablecoin. Mais le stablecoin, c'était une très bonne idée, parce que quand les gens étaient, par exemple, exposés en Bitcoin et ne voulaient plus rester exposés en Bitcoin sans revenir sur du dollar, eh ben, ils passaient leur argent dans le stablecoin en dollars. Donc ça a remporté un succès très important, cette possibilité de sortir de l'exposition de la volatilité des cryptos sans avoir à revenir aux monnaies traditionnelles. Et donc j'en viens à compléter ce que je disais, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fiscalité quand on passe d'une crypto à une autre, en particulier du Bitcoin à un stablecoin dont la valeur vaut $1, très bien. En revanche, il y a une fiscalité qui est tout à fait classique à partir d'un certain montant quand on achète et qu'on vend des crypto-monnaies avec des euros. Et on est imposé sur la plus-value de manière classique. Aujourd'hui, c'est la manière dont c'est fait à partir d'un certain seuil qui est assez faible. Voilà. L'idée, je pense, qui est très intéressante, je trouve, sur les questions de fiscalité, c'est qu'il faut arriver à ce que ça ne soit pas trop intéressant de se réfugier dans les crypto-monnaies. Donc, c'est ça tout l'enjeu d'une bonne fiscalité, c'est qu'elle permette de mettre un peu à égalité les monnaies fiat et les monnaies crypto. Parce qu'au départ, c'était vraiment beaucoup plus... fiscalement, c'était très intéressant d'être en crypto, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une littérature ou une bibliographie accessible quelque part où on peut approfondir ces sujets-là sans que ce soit un vocabulaire trop complexe ou des choses trop... Oui. Alors, je dirais, Arte a fait un très bon documentaire sur Bitcoin, vraiment très bon. Et honnêtement, ça vaut le coup de passer du temps sur Bitcoin, parce que c'est comme en géométrie, si on a compris le triangle, après on peut aller partout. Là, c'est un peu la même chose. Si on a compris Bitcoin, on peut tout comprendre en voyant les différences et les similarités. Voilà. Donc, il y a un très bon documentaire. Vous allez sur YouTube, vous tapez Bitcoin Arte, et vous allez voir, ça s'appelle L'aventure Satoshi, je crois, du nom de son créateur, qui dure à peu près 1 heure et qui mérite d'être regardé. Après, je vais citer, ça leur ferait plaisir que je leur fasse de la publicité, mais hier, j'étais à la Caisse des dépôts pour la présentation d'une entreprise qui s'appelle Blockchain for Good et qui a travaillé sur les cas d'usage qui font sens de la blockchain. Et donc, je vous recommande, ils ont fait 12 rapports sur différents cas dans l'énergie, dans l'éducation, dans le transport, dans la supply chain, dans l'identité, dans le cross-border payment, enfin les paiements internationaux. Voilà. Donc ça, je vous recommande. J'ai découvert ça hier. Je trouve qu'ils ont fait un travail remarquable et très, très facile à comprendre sur comment la blockchain peut être utilisée dans le bon sens. Blockchain for Good, ça s'appelle l'entreprise. Et c'est, bon, la totalité fait 240 pages, mais après, c'est découpé en livres. Donc, on peut facilement aller accéder au domaine qui intéresse.
Je trouve que c'est vraiment un travail rare en fait, qu'ils ont réalisé, quoi. Merci. D'autres questions avant qu'on ne se sépare? Alors j'en profite pour faire ma petite pub personnelle. Donc, si vous pouvez prendre l'habitude, ce serait génial d'aller voir le programme des conférences maintenant sur le site internet. Voilà, parce qu'il y a des gens souvent qui me disent je serais bienvenue, mais j'étais pas au courant. Voilà. Donc vous pouvez être au courant si vous vous abonnez aux newsletters et si vous allez sur le site sur l'onglet loisirs. Vous avez ensuite la liste des choses que nous vous proposons en termes de conférences. Merci à vous de votre présence et de votre fidélité. À bientôt. Merci.